Le 30 juin 1960, le 30 juin 2021, jour pour jour, ça nous fait 61 ans depuis que la République démocratique du Congo a été déclarée. De son plan organisationnel et fonctionnel, un État indépendant et souverain. De par sa colonisation belge. Que retenir de l'historique, que retenir des enjeux du jeu et que retenir des perspectives d'avenir en République démocratique du Congo ce jour. Nous recevons pour vous un enseignant à l'université. D'abord, secrétaire permanent adjoint du PALU, Parti Lumumbiste unifié d'Antoine Gizenga, d'Erez Mémoire. Robert Ngambi, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Merci Louis-France pour l'invitation. D'abord, vous avez des impressions. C'est la première fois que vous passiez dans nos locaux de Congo Média Libre 13. Vous avez les impressions à fixer et vous avez quelque chose à dire avant de passer à l'émission. Premièrement, c'est vous féliciter. Vous avez fait une œuvre grandiose. C'était un rêve il y a peu de temps quand vous m'en parliez. Mais je me rends compte que vous êtes pragmatique, réaliste. Et donc, tout ce que vous projetez, ça s'est matérialisé. Je me retrouve dans un studio VIP et donc avec des conditions confortables. Je ne peux vous dire que félicitations, beaucoup de courage. Mettez un peu beaucoup plus d'intelligence comme vous l'aviez toujours fait. Avec le concours d'un bon recrutement, je pense que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous pouvez être parmi les grands médias du Congo. Amen. Que le Seigneur vous écoute. Je ne suis pas le seul à présenter cette émission. D'abord, nous présentons heureux anniversaire au directeur de programme du groupe de presse Congo Média Libre 13, M. Patrick Lokala Lokola. Bonjour et bienvenue à cette émission, mais surtout heureux anniversaire à vous. Merci beaucoup Louis-France Kouzikessa, merci à tout le monde pour le souhait d'anniversaire, la rédaction, l'équipe technique et même certains de nos téléspectateurs qui m'ont appelé pour non seulement me présenter le vœu d'anniversaire mais aussi présenter leurs sincères félicitations à l'équipe de SML qui est en train de monter au jour le jour pendant qu'on est au niveau de l'essai technique. Tout ce qu'on fait ici, on est encore au niveau de l'essai technique et j'ai de quoi me réjouir parce que on a des échos qui nous viennent, du public et ça coïncide bien avec mon anniversaire. Je salue Robert Ngambi Ganyama, Tuturoba comme j'aime bien l'appeler. J'espère que il n'est plus le relayant porte-parole, comme à l'époque. C'était un statut spécial qu'il a eu, mais c'était temporel, il s'était passé. Il était trop inventif à l'époque, de créer ce concept-là qui s'était adapté à lui. Et voilà, je le retrouve, très heureux de le retrouver. Merci comme scientifique, mais on va beaucoup s'atteler sur des aspects politiques. Très bien. Bien. Il n'est pas le seul, Patrick Lokala Lokola, comme co-présentateur de cette émission. L'habitude, c'est un trio. Monsieur Nonon Kourou, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Louis-France Kouzikessa, bonjour Monsieur Robert Ngambi. Nous sommes là pour parler du PALU, ce parti unifié qui a été dans l'histoire, surtout le tout premier parti de l'époque SPA, le premier parti de l'opposition, aujourd'hui PALU. Ce sera une bonne chose d'en parler avec un scientifique, professeur de surcroît, Robert Ngambi. Merci. Merci beaucoup, Nonon Kourou, chers téléspectateurs. La recommandation, elle est la seule, l'unique. C'est de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube, CML13 Télévision. Toutes les plateformes sont mises en place pour vous informer en temps utile. Le groupe de presse Congo Média Libre, c'est l'excellence et le professionnalisme. Robert Ngambi, la première question. D'abord, on ne va pas revenir sur l'indépendance de la RDC parce que c'est la plus grande thématique qui est réservée pour vous. Mais la première question, nous voulons parler du PALU. Un tout petit peu, il faut qu'on vous les connaisse. Vous avez un statut spécial de politique qui vous colle à la peau. Est-ce qu'il faut-il parler du PALU aujourd'hui? Et s'il faut parler du PALU, de quel PALU faut-il parler? Bien, merci de l'opportunité. Je pense que les partis lumumbistes unifiés, il n'y en a pas deux. Il y a un seul parti, parce que quand vous allez au ministère de l'Intérieur, il n'y a pas deux arrêtés qui créent deux PALU. Il y a un seul arrêté qui crée le parti lumumbiste unifié. Ce parti créé par le vénérable et immortel patriarche Antoine Gizenga, le 22 août 1964, et donc le premier congrès de création s'est tenu en 1964. Nous l'avons perdu. Il est parti 4 ans après l'indépendance. 4 ans après l'indépendance, après sa sortie de prison de l'île de Boulambemba.
par l'ancien premier ministre de l'époque, Moïse Tshombe-Kapende, et sorti de la prison, le vénérable patriarche Antoine Gizenga, aujourd'hui l'immortel, avait créé cette machine politique pour pouvoir continuer la lutte de Patrice Emery Lumumba avec ses compagnons, après que le pays, le 5 septembre 1960, soit tombé entre les mains de néocolonialistes. Gizenga et les autres voulaient continuer cette lutte de Patrice Emery Lumumba. Alors, il est parti dans le monde de l'au-delà pour rejoindre ses ancêtres Patrice Emery Lumumba, Kimpamvita, Simon Kimbangu et les autres. Et après, nous avions eu un secrétaire permanent. Aujourd'hui, Lugui qui est parti également. Les partis devraient organiser, c'est ça la voie statutaire, les congrès pour remplacer le secrétaire général parti, le vénérable patriarche Antoine Gizenga. Un congrès s'est tenu le 11 novembre de l'année passée au centre Nganda et a abouti à l'élection d'un secrétaire général chef du parti qui se révèle pour l'instant être l'honorable professeur Willy Makashi, élu au Congrès. Le reste ne sont que des diversions et des distractions. Monsieur Robert Ngambi, quelle relation avez-vous, votre camp du Palou? Parce que même si vous ne voulez pas le dire, les Congolais le savent, qu'il y a un camp Mayobo, il y a un camp Makashi. Est-ce que, du vivant de Gizenga, jamais une division au sein du Palou? Le Palou était unifié. D'ailleurs, on vous appelle le parti lumumbiste unifié. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a la peine de vous dire parti lumumbiste divisé. Non, ça vaut la peine. Je pense que il faut lire le texte d'un parti politique. Parce qu'en fait, lorsqu'aujourd'hui qu'on parle... Le Mayobo ne lit pas le texte du parti. Il ne l'a pas... Je pense que s'il les lit, mais avec un regard d'un aveugle qui les lit. Je crois. Parce que vous Robert Ngambi, attendez, un instant. Je termine. Non? Un instant, je vous laisse avancer. Donc, vous voulez dire aujourd'hui que le regard qu'a Mayobo vis-à-vis du statut de parti lumumbiste unifié d'Antoine Gizenga est un regard d'aveugle. Oui, parce que c'est comme dit Jésus, vous regardez mais vous ne voyez plus. Vous avez des yeux pour voir mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles pour entendre mais vous n'entendez pas. C'est lui-là que Jésus parle. Il est qui pour l'instant on peut l'appeler qui? Il a les yeux mais il ne voit pas. Parce qu'il lit avec les yeux d'un aveugle. Et donc, les statuts d'un parti politique, c'est ça les poumons. C'est ça en fait le texte fondateur. Quand vous sortez de statut du parti d'un parti politique, et donc là vous faites autre chose que le parti. Un parti comme le Palou ne peut pas être engagé par celui qui détient une qualité de secrétaire permanent de surcroît haï, qui se donne. Le Palou a comme responsable numéro 1, il s'appelle le secrétaire général chef du parti. Ailleurs, vous l'appelez président. Un secrétaire permanent chez nous, c'est quelqu'un de l'administration. Il n'est pas directeur. Mais Lugui a été haï aussi. Lugui a été secrétaire général haï. Il était de plein droit, plein pouvoir, secrétaire permanent, nommé par la main du secrétaire général, chef du parti, le vénérable et immortel patriarche Antoine Gizenga comme secrétaire permanent. À l'absence de Gizenga, l'organe, le parlement du parti qu'on appelle le bureau politique, avait siégé à travers un procès verbal signé par tous les membres du bureau politique, légalisé pour donner le statut à Lugui, le statut du secrétaire général. En fait, s'il en a du cœur, mais il sait ça parce qu'il est signateur du procès verbal désignant Lugui. Il est signateur du procès verbal désignant Sylvain Gabou comme secrétaire général. Aïe, je parle bien que l'opinion comprenne qu'il y a une différence au Palou entre le secrétaire général et le secrétaire permanent. C'est le secrétaire général qui nomme le secrétaire permanent, pas le contraire. Et Mayobo, Mayobo était nommé à l'époque de Gizenga comme secrétaire permanent adjoint, qui est un organe d'administration, d'exécution, pour obtenir la qualité du secrétaire général, avoir le pouvoir de représentation dans l'absence de Gizenga. La formule au Palou, c'est que vous devez recevoir le quitus du bureau politique qui est le parlement du parti. Un peu d'eau dans le vin, Robert Ngambi, reposez un tout petit peu, le décor est planté. C'était ça dans ses œuvres. Robert Ngambi dit que le statut qu'a Mayobo aujourd'hui, c'est un statut illégal, ne lui est doté par aucun organe du parti. C'est ce qu'a dit Robert Ngambi. Patrick Lokala, un avis dessus. Oui, très bien. Je voudrais, Robert Ngambi, même si je sais
que ça ne sera pas sincère, parce que c'est difficile de vous dissocier de la politique pour avoir de vous des analyses objectives d'un scientifique. C'est toujours difficile. Il y aura toujours ce côté subjectif de la politique qui va vous tirer vers les enjeux politiques. Mais je voudrais que vous puissiez nous faire une analyse, même si je ne crois pas que ça ne sera pas sincère, mais je voudrais que vous puissiez nous faire une analyse sur ces comportements de dédoublement de partis politiques lorsque des enjeux arrivent, les partis se divisent. Nous avons vu avec l'IDPS qui s'était divisé juste après la mort du patriarche et immortel, moi aussi j'ajoute, le Sphinx de Limété. On a eu l'IDPS les peuples, on a eu l'IDPS Tchibala, on a eu l'IDPS Tshisekedi, c'est ça l'IDPS les peuples. Et aujourd'hui, quelques temps après, avec le Palou, mais ajouter à cela tous ces dédoublements qu'on a décriés hier pendant les époques de Kabila, on revoit que ça ressurgit pendant l'époque de ce pouvoir actuel. D'après vous, scientifiquement parlant, qu'est-ce qui est à la base de ce dédoublement et pourquoi, en tant que scientifique, ceux qui gèrent au quotidien l'État ne travaillent pas pour qu'il n'y ait plus de dédoublement? Parce qu'il y a quand même de la prime qu'on donne à ceux qui participent au dédoublement. C'est qu'ils sont écoutés et très souvent ils sont consultés. Scientifiquement, que faut-il faire pour arrêter finalement cette hémorragie et faire avancer le parti politique? Non, en fait, ça ne sera pas un dogme que je vais donner pour dire mathématiquement 1 + 1 = 2, mais vous me demandez de faire une analyse comme scientifique, comme politologue, des faits politiques liés à des fissures, à des dissensions, à des dédoublements que vous appelez de partis politiques. Ça, presque, il n'y a pas que dans le parti politique. Vous allez dans les églises, vous l'avez vécu, vous allez dans les associations et même dans le mouziki. Vous allez trouver qu'il y a toujours ces comportements. Le grand problème, c'est qu'il y a des personnes qui sortent au-delà de tout ce qui est texte fondateur. Parce que même quand vous êtes une entreprise, comme Louis-France venait de le faire, il y a un règlement de gestion, ce qu'on appelle le règlement de gestion. Mais quand vous posez les actes qui vont au-delà, en dehors, en marge du règlement instituant l'ordre au sein de l'organisation et que vous êtes sanctionné, vous trouvez des superfiges, vous trouvez des justifications pour pouvoir survivre peut-être que politiquement. Voilà, il m'a chassé parce que je ne suis pas, il m'a fait ceci parce que j'aurais fait ceci. Et donc, c'est une justification qu'on donne. Mais pour asseoir la stabilité au sein de structures associatives, il faut qu'on se réfère exclusivement, uniquement au texte fondateur. Dans le cadre du parti politique, il s'agit des statuts et règlements intérieurs, comme ailleurs également dans d'autres structures, des statuts et règlements intérieurs. La lutte de leadership à l'intérieur des associations comme des partis politiques amène des gens, même dans les confessions religieuses. Il y en a combien de représentants des églises de réveil aujourd'hui? C'est un dédoublement ou une scission? Alors, vous parlez de texte. Alors, quand vous sortez de texte, c'est un élément. Deuxième élément, c'est qu'il y a les gens qui tombent facilement dans le dire « je dois moi aussi être chef ». Je dois concurrencer le chef. Ça n'a pas commencé avec l'homme terrestre, ça a commencé avec l'ange qu'on appelle Satan. Qu'est-ce que Satan cherchait auprès de Dieu pour créer un dédoublement, pour créer ce monde à lui? C'est un leadership, la lutte de leadership, parce qu'il voulait se concurrencer au Créateur. Ces comportements en Afrique, principalement en République démocratique du Congo, est monnaie courante, ce qui fait que la lutte, la gestion d'ambition, la lutte de leadership, il y a ceux qui sortent au-delà de texte pour pouvoir... Je voudrais avant de finir très rapidement... Mais aussi, il y a des sources... Attends, je termine, mais aussi, il y a ce qu'on appelle en politique l'instrumentalisation de structures. Admettons que, je prends à l'époque, l'UDPS est un parti fort de l'opposition. Contre qui? Contre Joseph Kabila. Et donc, Joseph Kabila, pour affaiblir l'UDPS, peut également utiliser une stratégie de division. C'est pourquoi quand on divise l'UDPS, on reconnaît facilement la dissension en donnant des statuts. Ce que tu as dit, ils sont réussis par ceux qui ont le pouvoir d'État, ils sont accompagnés dans cette dissension parce qu'on pense qu'en ayant un morceau de ce regroupement, on fait affaiblir celui qui vous fait
la guerre. Là vous parlez indirectement du président de la République qui a nommé Néné Nkoulou en lieu place de Bahati Lukwebo. Mais il n'y a pas que ça. Et vous avez la même chose. Le MC, vous craignez la divisé, le APO. Là, c'est nous avons connu. Mais ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est que en réalité, le président de la République avait penché pour Néné Nkoulou alors que les textes plaidaient en faveur des Modeste Bahati. Quel président? Fachi Béton. Exactement, Fachi Béton, comme vous l'appelez. Moi, je l'appelle président de la République. Il est parmi les sources des pouvoirs qui ont encouragé les dédoublements à travers cette situation de il faut bien analyser. Est-ce que ne vous gênez-vous pas de soutenir, d'être... Rapidement, Patrick Lokala, pour très rapidement, la parole à... Et comment serait l'attitude du Palou au cas où un jour le Palou apprenait que la source du pouvoir consulte aussi ce que vous considérez comme de la dissension? Ça, c'est la première question. La dernière, c'est que j'ai comme l'impression que Antoine Gizenga est parti avec sa lutte et sa vision. Et que la vision était lui, et c'est lui qui rassemblait. Dès qu'il est parti, la vision n'existait plus. Et s'il se réveille de sa tombe, je crois qu'il ne sera pas content de vous. Bon, c'est une impression que vous avez. Peut-être qu'au regard du temps, du moment actuel que traverse le Parti Lumumbiste Unifié, avec un regard extérieur que vous émettez, ayant peut-être de la sympathie envers les uns et les autres, et ne vous fondant pas votre réflexion essentiellement sur le plan du texte qui régisse le Palou, pour pouvoir faire un conseil à ce que vous direz au regard de statut. Mais je vais vous répondre à la première question. Nous sommes membres de l'Union Sacrée, donc nous avions déclaré notre soutien au président de la République dans le cadre que c'est lui qui est porteur du programme de la reconstruction du Congo aujourd'hui. Le vénérable patriarche Antoine Gizenga, après les élections de 2006, nous avait déclaré, dit, l'objectif pour lequel je combattais, c'était de faire du peuple congolais le souverain primaire, le détenteur du pouvoir réel. C'est pourquoi le slogan du Palou était « Pouvoir au peuple, le peuple vaincra ». Et pour l'instant qu'à travers les premières élections libres, démocratiques, nous avions retourné le pouvoir au peuple. Notre mission, c'est la mission de reconstruction du Congo aujourd'hui pour faire de ces pays comme... Le jour où vous apprendrez qu'on a consulté les dissidents, vous faites quoi? Si on consulte les dissidents, je dirais au président, c'est son droit. Non, pas désavouer. Vous quittez l'Union Sacrée. C'est son droit. Non, c'est son droit. Mais qu'est-ce que le président en tirerait comme bénéfice politique? Merci beaucoup, sur les dissidents? Gambi. Parce que ces dissidents n'ont pas de fief. Il y a des questions qui vont n'ont pas d'ancrage politique, ne sont pas dans le peuple. Et donc, même si vous l'utilisez, c'est une coquille vide que vous pensez avoir, qui n'a rien dessous de ressources. Coquille vide, qui n'a pas de ressources. Je voudrais demander à Patrick Lokala d'être précis pour donner la parole aux autres. Robert Gambi, vous avez été un peu acculé. Par qui? Par des questions. Ça vous arrange, ça? Mais peut-être que nous avons une indiscrétion à vous faire. Ça ne vous dérange pas, je pense? Non, il n'y a pas de problème. On nous dit que le camp favorisé du Palou, c'est le camp qui est à l'Union Sacrée, alors que le camp Mayobo est un camp qui se reconnaît plus à l'opposition contre le régime. Vous partagez cet avis? Quel régime? Le régime actuel. On dit que Mayobo ne partageant pas 90% les idéaux de l'Union Sacrée, et vous êtes allé vous lancer entre les deux mains du président de la République, donc vous êtes protégé. Votre camp est à l'Union Sacrée, vous êtes protégé au détriment de Mayobo, qui pense que l'Union Sacrée n'est pas la bienvenue au sein du peuple. Je venais de dire tout à l'heure que l'homme politique aussi, ce qui fonde l'activité politique, c'est l'intérêt. Le président de la République a besoin de composer avec ceux qui ont de l'ancrage. Demain, ils peuvent composer pour sa deuxième réélection. Et donc, aller composer avec une coquille vide, personne qui n'a pas de fief, qui n'a pas d'ancrage. Sur le plan politique, vous n'êtes pas utile. Or, le Palou... Donc, vous voulez dire que Mayobo n'a pas d'ancrage politique? Il faut que ça soit précis. Alors, mais c'est où? Dites-moi, parce que comment quelqu'un qui s'est fait, en 2006, vous êtes candidat au Moamba. Tout le monde vous connaît que vous êtes des Bagata. En 2011, vous allez à Kenge. En 2018, vous êtes à Lukunga. Donc tout ça, c'est par manque d'ancrage. C'est ça que je dis. Alors, est-ce qu'il va apporter le Moamba au président de la République?
Est-ce qu'il va apporter Kenge au président de la République? Est-ce qu'il va apporter le Congo au président de la République? Quel est le capital qu'il a pour pouvoir apporter au président de la République? Le président ne fait pas une politique désintéressée, il ne fait pas de l'humanitaire en faisant la politique. Il a besoin de composer avec ceux qui sont capables de lui dire, de lui amener l'électorat. C'est ça l'enjeu politique du président de la République. 2023, le président a besoin, quel est celui qui peut lui dire, je t'apporte Gungu, je t'apporte Massimanimba, je suis capable de t'offrir Boulungu, je suis capable de t'offrir Idiofa, je t'apporte l'électorat du Mayobo est quand même député national. Non, il n'est pas député national. Là, vous ne citez que le Bandundouin, comme si les Palous étaient... Et au sein de son parti, il y a aucun député, vous voulez dire ça? Bon, il y a l'honorable, comment on l'appelle, Gary Sakata. Célestin Ngoma. Célestin Ngoma n'est pas député. Ah, ok. Donc, il n'y a pas de député. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous êtes en train de suivre l'édition spéciale. L'édition spéciale, ce sont des émissions ponctuelles du groupe de presse Congo Média Libre 13. Nous faisons la recension des grands événements de la République démocratique du Congo sur le plan politique, économique et social. Nous revenons sur les informations des grands enjeux de l'État, mais aussi le moment historique et inoubliable de notre État. Vous en avez le droit d'être informé suffisamment. Nonokourou, à vous. Robert Ngambi, j'avais même envie de vous demander de vous apaiser. Je suis en paix, camarade. Je n'ai jamais été aussi très agité, hein. Peut-être que la première fois. Tout à l'heure, dans mon introduction, j'ai dit que le PALU, c'était un grand parti, un parti d'histoire, la fille aînée pratiquement de tous les partis d'opposition. Aujourd'hui, à vous entendre parler, vous parlez d'un regard aveugle pour Mayobo, vous parlez d'un coquille vide, vous parlez également de pas d'ancrage politique, alors que le PALU, de par son expérience, devait prêcher par la sagesse. Pourquoi vous voulez préconiser la division? Non, je ne sais pas si je préconise la division. Vous ne direz pas, quand Satan dit, Dieu dit à Satan que je te réserve l'Armageddon. C'est quoi l'Armageddon? C'est la grande guerre. Je t'arrêterai pour 1000 ans. Je te mettrai en prison pour 1000 ans. Parce que il a fait la concurrence, s'il n'était dans la légalité. Je pense que le propos que j'ai tenu en parlant de ça, c'est au regard du comportement politique, du comportement de l'humain. C'est ce que j'ai dit. Je ne prêche pas la division parce que quelqu'un qui rentre dans la légalité, qui est conforme au texte, aux 5 documents de base du Parti Lumumbiste Unifié, il reste militant. Mais lorsque tu fais le leadership, tu veux te faire un leader. C'est ce que je te dis de très de mots. En politique, vous n'êtes pas leader sans un soubassement. Et le soubassement, c'est le fief politique. Le soubassement, c'est la capacité de drainer l'électorat. Le soubassement, ce n'est pas des saupoudrage. Et donc, lorsque vous dites au président de la République que je vous accompagne, vous ne l'accompagnez pas que dans le verbe. Vous l'accompagnez en lui apportant de l'essentiel politique pour légitimer son pouvoir. C'est-à-dire le grand militant, le peuple, qui vous suit, peut vous suivre également pour légitimer le pouvoir du président de la République. C'est ce que j'ai dit. Donc, je n'ai pas dit pour le diviser. Je sais, à ce qui me concerne, je sais qu'il est déjà exclu du Parti Lumumbiste Unifié. Et donc, tout ce que vous le citez, parce qu'il peut facilement... Vous voulez dire que je vous remets la parole, Nononkourou, parce que nous devons rebondir. Il y a des éléments qui échappent au contrôle de l'auditoire. Vous voulez dire que Mayobo est exclu du PALU? Déjà exclu du PALU. Ce qui fait que par le bureau politique, à travers le secrétaire général à l'époque, qui a été habilité par le bureau politique de le faire, le camarade Sylvain Gabo. Je vous informe qu'il a fait une requête, il a introduit une requête au tribunal de grande instance de Matete. Parmi les éléments que Mayobo demande au tribunal, c'est de pouvoir annuler la décision le révoquant du Parti Lumumbiste Unifié. Et donc, pour l'instant qu'il est au tribunal, sollicitant au tribunal de pouvoir lever la décision, annuler la décision, le révoquant du Parti Lumumbiste Unifié, quel est son statut aujourd'hui au Rwanda? Robert Ngambi, tout à l'heure, vous avez tantôt évoqué la Bible pour dire que, pour évoquer cette fois-là la guerre de l'Armageddon. Je voulais vous ramener toujours dans la même Bible. Pourquoi ne pas faire comme cet éleveur qui avait ses brebis, qu'un seul brebis s'est égaré, il a pris la décision de pouvoir suivre l'autre brebis pour le ramener dans le rail. Au lieu de vous entrer déchiré, je ne sais pas si il serait mieux de prôner l'unité. Je ne sais pas si peut-être vous me comprenez bien. Peut-être prenez l'angle là où je me trouve. J'ai dit, quand vous prenez le discours du secrétaire général, le camarade Willy Makashi, à la clôture du 2e congrès au centre Nganda, il avait même prôné l'amnistie, c'est-à-dire le pardon à tous ceux. Mais malheur à l'enfant de la perdition, malheur
à celui par qui le Fils de l'homme a été vendu. Malheur à celui par qui vous présentez les palous sur la place publique comme un parti divisé. Malheur à celui qui présente les palous sur la place publique comme étant un parti divisé. Vous comprenez? C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Je ne dis pas autre chose que ça. Donc voilà, s'il veut faire son parti politique. Nous avions, je vois l'image, le camarade Adolphe Mouzito. Quand il a compris qu'il a grandi, il peut faire son parti politique. Il a fait Nouvel Élan, il évolue. Mais pourquoi pas vous aussi créer votre propre parti politique? Mais comment vous créez un parti politique? De quel droit vous revendiquez les palous, pas les autres? Est-ce que tu me comprends, camarade? Je vous comprends. Est-ce que tu me comprends bien? Reste bien dans l'angle, je me trouve. Les palous, nous sommes tous militants. Même les camarades de Mayobo avant sa révocation étaient un militant du parti, ayant les fonctions du secrétaire permanent. Et pour l'instant qu'on désigne avec sa propre signature un intérimaire d'Antoine Gizenga, avec mission de convoquer les congrès, et qu'il est fait, quelqu'un va en rébellion contre celui dont les structures du parti ont désigné. Comment vous-il l'appeler? Bien, merci beaucoup Robert Ngambi. C'est important de clarifier certaines questions, certaines zones d'ombre, parce que tous les jours nous lisons cette fissure du palou sans en savoir exactement l'origine. Nous allons boucler un tout petit peu cette question liée au dysfonctionnement du palou. Une question vous a été posée par Patrick Lokalassi. Antoine Gizenga a ressuscité ce jour. Il pouvait être d'accord avec vous de la manière dont vous conduisez le palou. La réponse n'a pas été donnée. Je pense, je donner la réponse. Antoine Gizenga, même à son époque, je vais vous dire qu'un parti politique, c'est une personne morale. Vous pouvez passer du temps de la fièvre, faire la malaria, mais ce n'est pas la mort. Je connais qu'après la mort, nous avons eu le tumulte, on a eu des petits problèmes au sein du parti. Pour l'instant que les Ngambi sont là, pour l'instant que les Makashi sont là, pour l'instant que les Mazenga sont là, pour l'instant que les Kiluba sont là, pour l'instant que les Ngabou Sylvain sont là, les Madiko, le Boko Fabien, et les Thierry Mouzaza et les autres qui sont les enfants nés de quiz politique d'Antoine Gizenga, je ne prêche pas comme un prophète de malheur autour de ça. Je pense que nous, jeux des atouts, vous n'allez pas me sous-estimer de dire que je ne suis pas capable de porter le poids du peuple. Mais la question, avant de passer à l'indépendance, mais le palou n'a eu qu'un seul ministère revenant à vous, alors que le président de la République en son temps avait demandé que les listes pour le membre du gouvernement soient transmises de façon consensuelle, que le palou harmonise et renvoie au Premier ministre des listes de membres du gouvernement. Comment ça s'est passé jusque-là? C'est tout un problème. Hein. Je pense que ça, c'est... On ne va pas aller dans plus de détails. Nous étions le 23 février sur la demande du président de la République, le garant du bon fonctionnement des institutions, autour du regretté patriarche d'heureuse mémoire, Kitenge Yezu, le 23. On était tous... Ce que vous dites là, c'est le patriarche Kitenge qui nous avait demandé, mais le fils de la perdition n'a pas voulu entendre cette oreille. Nous avons été en consultation avec le Premier ministre Sama. Bon, les règles sont des détails à l'interne. Je pense que donnons le temps au temps. Donnons-nous l'année prochaine, on reviendra sur le débat sur le parti Lumbiste unifié et vous comprendrez que le palou peut-être que vous pensez être fini. Ça sera encore en partie de la renaissance, avec des ressources, des énergies importantes que le monde va pouvoir apprécier. Une question à chacun avant de passer à notre deuxième thématique. Patrick Lokala, une question brève, une question à non-cours, on va se lancer. Juste un petit mot, vous dites le parti au palou, tout le monde est militant. Oui, cette réalité était vraie. De l'époque d'Antoine Gizenga, le vénérable patriarche et immortel. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. J'ai fait les tours de Kinshasa. Il n'y a plus d'animation. C'est quelques 2-3 personnes qui se réunissent, qui crient Palou vaincra. Alors qu'à l'époque, il y avait du monde. C'est-à-dire que de ce côté-là, le parti a beaucoup perdu. Est-ce que vous vous en êtes rendu compte? Bon, je pense, comme j'ai dit, un parti politique, c'est une personne morale qui peut, comme la personne physique, peut passer les moments de tumulte, les moments d'avoir une fièvre. La vie comme de l'être humain, comme d'une organisation, n'a jamais été aussi linéaire. La vie a des moments difficiles, il y a des moments où vous tombez, vous vous relevez.
Je sais que même à l'interne, en 2006, le PALU avait fait 34 députés. En 2011, on en a fait 17. Aujourd'hui, comme parti seul au sein du regroupement PALU allié, le PALU à lui seul a 12. Donc, comme la courbe n'est pas ascendante, la chute continue. Hein? La critique de tel genre la chute continue. Mais sauf que quand les gens sont animés de la conscience de dire cet état, nous devons mettre fin, nous relever. C'est quelqu'un qui dit je prends le traitement pour de mettre en bonne santé et continuer ma lutte. Les PALU aujourd'hui se donnent deux énergies nécessaires, un traitement à travers un diagnostic sans complaisance pour de donner des ressources nécessaires, des capacités nécessaires pour pouvoir remonter les moments de pente. Non, Kourou. Robert Ngambi, quel est le plan de la redynamisation du parti PALU aujourd'hui? Parce que, comme l'a dit tantôt Patrick, que nous voyons, c'est la chute aux enfers pour PALU. La mobilisation, la fougue que nous trouvions à l'époque dans le temps, il n'y en a plus presque aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez exactement pour redynamiser le parti? Non, il faut dire que nous, même les militants le savent. Les patriarches disaient lui-même que Mbisi Bandaka Popola Namutu. Et donc, il faut porter des réformes autour de la gouvernance au sommet. La base du PALU, elle est là. Elle a besoin que d'être gouvernée, d'être gérée, d'être motivée et remotivée. Et vous êtes là donc, pour ça. Nous sommes là en train de le faire pour ça. J'ai demandé qu'on va passer, cette étape va passer d'ici là. Parce que c'est que ils ont engagé une procédure judiciaire. À un moment, cette procédure judiciaire va se terminer. Nous récupérerons le moment voulu. Nous montrerons ce que nous sommes capables de faire et même de faire en nous basant sur une assise idéologique du vénérable et patriarche Antoine Gizenga qui nous a donné tous les atouts des luttes. Et on a une expérience pour ça. C'est fait que dès qu'on traverse ces moments de tumulte, je crois que vous vous rendrez compte, nous sommes encore avec vous. Ça, c'est ma chaîne. Je reviendrai pour que nous puissions parler du PALU véritablement. Et vous le verrez que cette capacité de mobilisation n'est pas perdue, mais peut-être que les questionnements dans les chefs de militants les uns les autres, au regard du leadership en place, au regard de la pratique de gouvernance de la gestion du parti, mais tout cela, nous l'avons fait un diagnostic au Congrès. C'est pourquoi le deuxième Congrès a été rebaptisé le Congrès de la Renaissance. Je veux que vous puissiez regarder la caméra. Il y a une question compliquée en vous. Vous regardez la caméra, oui. Vous répondez de façon brève au peuple congolais. Le siège du PALU est où présentement? Le siège du PALU, c'est au Pont Matete, ça représente la permanence. Le secrétaire général du PALU ne travaille pas à la permanence. Monsieur Robert Ngambi. La permanence du PALU n'a jamais changé. C'est ce que j'ai dit. Monsieur Robert Ngambi, je repose ma question. La permanence du PALU n'a jamais changé. Est-ce que je peux reposer la question? Si vous la reposez, la réponse elle est là que la permanence du PALU. Et la deuxième rue, c'est le siège. C'est le bureau du secrétaire général chef du parti. Mais Mayo Bokon, il siège. Moi, il s'est dit qu'il est permanent haï. Les permanents travaillent à la permanence. Est-ce que aujourd'hui, le siège du parti d'Antoine Gizenga de Pont-Matete appartient à qui? Au parti Lumumbiste unifié. Et qui siège valablement là-bas comme dirigeant, qui gère? Donc vous n'avez plus le contrôle. Suivez trop bien. Je vais vous dire. Le siège du parti Lumumbiste unifié, c'est là où travaille le permanent. Si j'avais des images, je vous les dirais. Quand il a créé la rébellion, il a monté une milice qui attaquait tout ce qui n'était pas, qui ne partageait pas son point de vue. C'est ce qui vous fait voir. Mais nous voulons rappeler quand même une petite histoire. C'est que, ça doit être dit très rapidement, que le Pont Matete est un siège acquis par Godefroy Mayo. Non, c'est pas ça. Et c'est lui, au cours d'une conférence de presse, l'a dit. Non, que là, c'est le siège où il travaille, c'est son bureau de travail. Suivez, camarade, nous, au parti Lumumbiste, on travaille. Gizenga n'a jamais travaillé au Pont Matete. Vous êtes d'accord avec moi, non? Vous avez déjà vu Gizenga. Lugui était secrétaire permanent. Pour nous, le siège, c'est là où travaille le secrétaire permanent. Le secrétaire permanent est redevable au secrétaire général. Gizenga n'a jamais travaillé. Donc la qualité qu'a Makiash aujourd'hui, ce n'est pas la qualité de Lugui ou la qualité de Gizenga. La qualité de Gizenga, secrétaire général. Merci beaucoup Robert Ngambi. Ça c'était un petit biscuit de l'émission, hein, que vous soyez détendu. Ça fait quand même un peu chaud là. Et puis, il n'y a pas de chaleur. C'est des questions liées au fonctionnement c'est une matière que je manipule. Et votre relation avec Joseph Kabila aujourd'hui?
Les patriarches nous avaient dit que nous sommes pour la reconstruction du Congo. Les camarades Kabila, Joseph, nous étions dans l'alliance pendant 2 législatures parce qu'il en avait encore la capacité de pouvoir porter un programme. Monsieur Robert Ngambi, on n'a plus de relation avec Joseph Kabila. On n'a plus de relation avec Joseph Kabila aujourd'hui. Des relations politiques, il n'y en a plus parce qu'il est devenu sénateur à vie. Il n'est plus porteur d'une ambition ni d'un programme de la reconstruction du Congo. Donc pour l'instant, celui qui a l'ambition pour le Congo, aujourd'hui face au peuple, le Palou n'a plus de relation avec Joseph Kabila. Non. Lui, France, s'il vous plaît, vous l'avez abandonné pratiquement parce qu'il n'a plus le pouvoir. Mais camarades, est-ce qu'il bien, au-delà de tout ça, j'apporte sur les notions politiques. L'individu, l'homme, Kabila n'est pas une idéologie. C'est un citoyen que nous avions accordé nos voix par les élections pour gérer le pays avec une possibilité de le renouveler pendant 5 ans renouvelables une fois, c'est-à-dire que 10 ans. Il a eu à exercer ces 2 mandats constitutionnels. Il prend la retraite du président de la République, on vous renvoie en retraite avec qualité de sénateur à vie pour être au Sénat. Il n'est plus porteur d'un programme pour la conquête du pouvoir demain. Il n'est plus porteur d'un programme pour la reconstruction du Congo demain. C'est ce que je vous devais comprendre. Mesdames, Messieurs, merci de suivre cette grande émission, édition spéciale. C'est un magazine phare du groupe de presse Congo Média Libre 13. L'émission est sur YouTube, CML 13 Télévision. Nous avions reçu pour vous et nous continuons à recevoir pour vous parce que nous sommes en pleine émission. Robert Ngambi Gagnaman, enseignant à l'université, secrétaire permanent adjoint du parti Lumumbi signifié du vénérable Antoine Gizenga. Il est avec nous. Nous allons passer à notre deuxième thématique liée à l'indépendance fonctionnelle de la RDC comme État et de sa reconnaissance souveraine. Aujourd'hui, ça fait 61 ans depuis que la RDC est État reconnu en tant que tel. Mais aujourd'hui, les acquis, parce qu'Antoine Gizenga, le patriarche, en était quand même pour beaucoup. Ce que nous étions, et ce que nous voulions, et ce que nous sommes aujourd'hui. Est-ce que l'indépendance a apporté bonheur ou malheur pour le Congo? Bien, merci pour la question d'histoire. Je pense que c'est une évaluation qu'il faut faire dans plusieurs secteurs. Mais premièrement, je dis qu'un statut que vous obtenez, mais également ce statut est accompagné d'une vision que vous vous donnez, les objectifs que vous vous assignez. Malheureusement, peut-être que je ne prendrai pas beaucoup de temps sur ça, les porteurs de la vision du Congo n'ont pas eu le temps de le de le matérialiser. Patrice Emery Lumumba, avec ses compagnons de lutte comme Antoine Gizenga, Pierre Moulele, Christophe Muzungu, Fina et les autres n'ont pas eu le temps parce que l'indépendance, nous l'avions célébrée le 30 juin, un jeudi le 30 juin 1960. 4 jours seulement, il s'est posé déjà le problème de gouvernance avec Mitunerie et Lumumba lui-même, 2 mois après le 5 septembre, est destitué en instituant au Congo une crise. Et donc, le pays sera récupéré par un groupe de ce qu'on appelle le néocolonialiste, le collège des conseillers commissaires généraux, qui étaient pratiquement des collabos, des exécutants de la politique impérialiste occidentale. Et donc, l'indépendance du Congo a été encore arrachée cette fois-ci entre les mains de ces véritables fils qui avaient une vision pour être utilisés autrement à travers ce que le concept que les historiens appellent le néocolonialisme, qui ont perpétué l'État colonial jusqu'aujourd'hui. Et donc, c'est pourquoi à un moment, Pierre Moulele parlait de la deuxième indépendance, de la reconquête de la deuxième indépendance, parce qu'il fallait arracher le Congo entre les mains des néocolonialistes pour qu'il devienne entre les mains de véritables Congolais porteurs d'une vision de développement. Malheureusement, ces gens ont gouverné avec l'appui de milieux financiers occidentaux pendant plusieurs années et dont le bilan peut-être que nous pouvons le faire et sur le plan économique et sur le plan social, mais également sur le plan de la formation de l'homme. Mais aussi sur la formation de l'homme, Patrick Lokala. Oui, dans cette indépendance, il y a 2 volets. Bien qu'on va évoluer avec les aspects politiques, je voudrais parler de la précipitation. Beaucoup de personnes pensent que l'indépendance a été demandée dans la précipitation et que les acteurs n'y étaient pas très bien préparés. Et de l'autre côté, il y a des gens qui disent, voilà, est-ce qu'il fallait vraiment que Patrice Emery Lumumba puisse brûler le protocole pour prendre parole, ceux qui, de leur avis, avaient
sonné les glas de la première crise qui a pratiquement détruit ces microcosmes politiques de l'époque. Vous, en tant qu'historien, parce que vous êtes aussi historien, vous avez beaucoup d'expertise sur cette matière-là, comment analysez-vous? Est-ce qu'il y avait de la précipitation? Est-ce que Lumumba était en raison de brûler les protocoles? Et quelles pourraient être les conséquences, non seulement au niveau juridique et politique, et cela continue de peser sur le Congolais? Bien, mais la première question, c'est que peut-être que les gens ne savent pas que l'indépendance ou la décolonisation n'est pas un fait isolé. C'est un courant qui est né avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui crée les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies. Lorsque vous lisez la Charte des Nations Unies, la Charte des Nations Unies reconnaît ce qu'on appelle le droit du peuple à disposer de lui-même. Et donc c'est en déclencheur la philosophie, la considération des êtres humains qui a eu avant la Deuxième Guerre mondiale. La fin de la Deuxième Guerre mondiale va instituer ce qu'on appelle le nouvel ordre international. Et avec une nouvelle considération. On n'est plus fondé sur la classification de race telle que l'avait conçue de Gobineau, qui a été le fondement de la lutte politique de Adolf Hitler, mais la fin de la Deuxième Guerre mondiale donne de nouvelles perspectives, une nouvelle vision du monde, fondée sur la solidarité, la communauté. Lorsqu'on parle de la communauté, on parle de la solidarité des êtres humains qui doivent se souder pour constituer une communauté. Et donc voilà, la fin de la Deuxième Guerre mondiale a inauguré un courant. Et lorsqu'on vient en 1948 avec l'adoption par les Nations Unies de la Déclaration universelle du droit de l'homme, et quand vous lisez une des dispositions, c'est dire que nous naissons libres. La liberté est un droit inaliénable à tout être humain, sans couleur de race, sans appartenance politique, sans appartenance sociale. Et donc l'être humain né, créé par son créateur, l'a voulu un être libre. Et toutes ces valeurs qui deviennent les valeurs internationales, ces valeurs sont aux antipodes avec la philosophie coloniale, qui est fondée sur la discrimination raciale, sur l'exploitation des autres. Et donc, toutes ces bases au niveau international jettent des bases de conception de relations internationales, la gestion de politique extérieure, à l'encontre, comme je dis, aux antipodes de la philosophie de la colonisation. Ce qui était que le Congo, il faut dire aux uns aux autres que le Congo n'a pas été le premier pays africain à avoir l'indépendance, ni le premier pays polonisé à obtenir l'indépendance. L'Inde l'a obtenu avant, l'Indochine a obtenu l'indépendance avant, le Ghana a obtenu l'indépendance avant le Congo, la Guinée-Conakry a obtenu l'indépendance avant le Congo, l'Algérie, la Libye et les autres ont engagé des luttes d'indépendance avant le Congo. Et donc, je termine pour vous dire que ce n'est pas aller dans la précipitation, c'est comme quelqu'un dit aujourd'hui, comme notre démocratie piétine, Mobutu était pressé pour annoncer le multipartisme. Voilà, vous dites que ce n'était pas dans la précipitation, vous avez démontré les éléments, mais je vous ramène dans un autre terrain, Robert Ngambi. Vous dites que ce n'était pas dans la précipitation et que ce sont les Nations Unies qui ont voulu la décolonisation. Vous avez cité la Déclaration universelle de droits de l'homme. Et qu'est-ce qui a empêché aux Nations Unies de s'interposer pour empêcher, on va dire, au Royaume de Belgique, de ne pas de procéder en utilisant les néocolonialistes? Non, le monde de l'époque, malgré qu'il devient un monde où le regard de l'être humain, ce n'est plus le regard avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a ce qu'on appelle les intérêts politiques de puissance. Le monde de l'époque était un monde dominé par ce qu'on appelait la guerre froide, avec deux grandes superpuissances qui se disputaient le contrôle du monde, l'URSS et les États-Unis. Le Congo, la Belgique, est pays membre de l'OTAN, c'est-à-dire qu'un pays de l'Occident capitaliste. Et donc, le Congo est un enjeu. Le Congo lui-même. J'ai toujours dit aux gens, on n'a pas tué Patrice Emery Lumumba parce qu'il s'appelait Père de Roland. On n'a pas tué Patrice Emery Lumumba parce qu'il était le époux Apolline. C'est à cause du Congo. L'enjeu majeur, c'est le Congo. Le Congo est le premier pays qui apporte l'uranium pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Le Congo, en 1960,
est le premier producteur du cobalt. Et le deuxième au monde se trouve la Russie, l'URSS. Alors, tout le marché occidental, hein, les pays occidentaux, les ravitaillements en ces minéraux stratégiques, aujourd'hui c'est encore un minerai stratégique, les batteries électroniques, la guerre de l'espace, sans le cobalt, une nation ne peut pas le faire. Or, le Congo est à travers moins l'URSS, le reste des pays occidentaux, les ravitaillements en ces minéraux stratégiques se retrouvent être la République du Congo. Perdre le Congo, tomber entre les mains de communistes, de Russes, vous comprenez que c'est tout un marché aussi important dans des minéraux stratégiques comme l'uranium et le cobalt qui tomberait entre les mains de l'URSS. On couperait ainsi le monde capitaliste à un marché aussi important. Toute la grande lutte entre l'URSS et les États-Unis sur le Congo était liée sur l'importance du Congo en termes de ses potentiels en ressources naturelles du sol comme du sous-sol. Et donc tout individu qu'on supposerait l'indépendance n'est pas sincère. Mais on va le dire comme ça. Le Congolais était prêt. Lumumba n'avait pas de problème avec toute la classe politique. Vous dire que mais le problème se trouvait au niveau que Lumumba, des intérêts de ces grandes puissances. Les intérêts de ces grandes puissances. En même temps, je vais vous dire que quand le Belge convoque l'indépendant, la table ronde, Lumumba est en prison, non? Lumumba n'était pas libre. Il est en prison à Elisabethville. Depuis qu'il a été arrêté, il est en prison à Elisabethville. Lumumba n'est pas le premier arrivé à la table ronde. Quand on négocie la première délégation, comme je l'ai dit, qui est allé rencontrer le Belge pour négocier, poser officiellement aux officiels belges la question de l'indépendance, il n'y avait pas Lumumba, il y avait Kassavubu, il y avait Antoine Gizenga, il y avait Albert Kalonji, qui sont les premiers arrivés à Bruxelles. De cette mission qui a fait que, après que le Belge ait refusé de recevoir le chef des partis politiques parce qu'il n'avait pas mandat électoral, que Gizenga va aller se retrouver à Moscou. Ce qui fera que quand la Belgique convoque la table ronde en 1960, Gizenga ne pourrait plus être en Belgique, il se trouvera à Moscou. Lumumba est en prison à Elisabeth. Merci beaucoup Robert Ngambi. Donc il ne faut pas considérer que c'est Lumumba qui est allé dire aux Belges donnez-nous l'indépendance. C'est le Front commun qui va imposer de dire nous ne pouvons pas négocier ce dossier sans Lumumba. C'est pourquoi un avion spécial de Bruxelles Airlines va être affrété sur Elisabethville pour aller prendre un prisonnier là-bas à la table ronde, Patrice Emery Lumumba. Avaler un peu la salive, Robert Ngambi. Vous voulez que je prenne il est dans son exercice. Ça, c'est très bien. Emery Patrice Lumumba était porteur d'une vision. Il rêvait d'un Congo grand. Il rêvait d'un Congo prospère. Il a même dit que vous allez voir ce qu'un homme noir est capable de faire quand il est libre et indépendant. Cette indépendance chèrement acquise, telle que lui-même l'avait dit, nous l'avons. Et aujourd'hui, Lumumba n'est plus le père de l'indépendance, ils sont quasiment plus. Antoine Gizenga ne plus, d'heureuse mémoire. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons croire à l'élite congolaise qu'elle est en mesure de pouvoir redonner cet espoir dont rêvait de Lumumba de l'époque? Est-ce que c'est possible? Bon, nous avons failli dans notre émission. Bien, on ne peut jamais dire, comme les Écritures disent, mettre point à la vie des hommes d'une société, parce qu'il peut y avoir un transformateur, ce qu'on appellera un révolutionnaire. Mais beaucoup plus du courant que j'ai dit, les néocolonialistes, tous ceux qui ont été formés, beaucoup plus sont venus de cette classe-là, de cette lignée de néocolonialistes qui pensaient que le meilleur ne vient que d'ailleurs. Il y a un moment où les gens rêvaient Paris, les gens rêvaient Washington, les gens rêvaient tout ça. Et même le politicien, le détenteur du pouvoir public à l'époque, aimerait mieux avoir une maison à Londres, une maison à Paris, qu'en avoir à Massimanimba. Et donc c'est une conception néocolonialiste qui a continué, doublée de ce qu'on appelait la colonisation belge, le paternalisme belge. Vous savez, aujourd'hui au Congo, le vide de l'entrepreneuriat, le vide de la créativité, de l'innovation, c'est aussi la continuité de l'État colonial. Parce que la philosophie coloniale de la Belgique étant le paternalisme, on attendait tout de la Belgique. C'est comme aujourd'hui, tous les Congolais attendent tout de l'État. C'est comme aujourd'hui, vous attendez la grande entreprise industrielle de la RDC, c'est la politique. Tout le monde veut faire la politique. Mais voilà, alors cette absence de la formation de la classe d'entrepreneuriat a fait naître ce que j'appelle la bourgeoisie administrative. La bourgeoisie administrative, c'est ce que vous appelez les politiciens se battent. Parce que son père ne lui a même pas laissé un vélo, ni un champ.
Il suffit que tu deviennes DG de la DGDA, ministre de ceci, ministre de ceci. À ce moment, on peut comptabiliser Ndako Yanani, Ndako Yanani, Ndako Yanani. Alors, il devient un homme riche, pas par le fait d'une activité économique comme la bourgeoisie occidentale, qui est marchande, qui est industrielle, qui est financière. Mais par contre, vous devenez une bourgeoisie, uniquement un bourgeois, par le fait d'occupation d'un mandat public, d'un poste public. Et donc, on appelle ça la bourgeoisie administrative. Or, l'histoire du monde démontre que la bourgeoisie administrative ne développe pas. Elle ne crée pas d'emploi. Par contre, elle saigne les trésors. Et elle tombe dans ce qu'on appelle la consommation ostentatoire. Pourquoi quelqu'un aurait à lui seul 15 dupes, comment vous appelez le gros cylindre là, V8 ou V combien là, et tout ça aux frais du trésor avec l'entretien par le trésor public. Donc ça, c'est un comportement de la bourgeoisie administrative qui est né véritablement par les conséquences de l'indépendance. Pour citer exactement, les Palus aujourd'hui comptent 12 députés. Il y a des jeeps. Comme Palus Allié. Bien évidemment. Cette affaire des jeeps fait beaucoup polémique. Vous allez prendre des jeeps pendant que... Vous allez prendre là, c'est qui? Je parle des élites de Palus, bien évidemment. Les élites de Palus c'est toujours dans ce même ordre d'idée. Vont également bénéficier des jeeps dans une situation de marasme économique où la population vit presque dans une paupérisation qui ne dit pas son nom. Nous sommes le Palus et membre de l'Union sacrée. Nous avons déclaré soutenir le président de la République dans ses actions comme porteur d'un programme de développement du Congo. Je n'ai pas encore suivi par la bouche officielle du président pour dire « venez prendre le jeep ». Le reste, ce sont des rumeurs. Des petites questions, Robert Ngambi. Ça soit officiellement dit position. Des petites questions. Vous avez touché les fonds de cette problématique de l'indépendance de la RDC sur le plan technique. Mais je vais ramener un peu la question sur les profils des acteurs ayant constitué la lutte pour l'indépendance ou l'acquisition de l'indépendance. Est-ce que, si vous regardez tout ce qu'Antoine Gizenga a fait, et Lumumba a fait, tous deux ont fait et tous les autres, mais c'est comme si tous sont morts dans l'honorabilité. Le seul qui est mort dans la rue politique, c'est Antoine Gizenga. Aux côtés de Joseph Kabila, haï par le peuple. Est-ce que le Palou, dans le jour pareil, prend quand même le temps de réfléchir sur les alliances politiques? Bien, je pense que Gizenga est mort avec les honneurs parce qu'il a accompli une mission noble. Si ce n'était pas engagé, vous savez que le Congo, nous sommes la première nation. Parce que je voulais vous rappeler, je voulais vous rappeler en passant que le siège en 2011, c'est pour vous rappeler l'histoire, en 2011, tous les sièges du Palou à Kikwit ont été saccagés. Les fiefs d'Antoine Gizenga. Oui. Ça, c'était pour vous rappeler. Oui. Mais laissez-moi dire que nous sommes le seul pays qui a passé 16 ans de transition à la quête d'une république. Nous étions, depuis le 24 avril 1990, nous n'allons retrouver ce que nous recherchions qu'en 2006. 16 ans après, nous étions en quête de la Troisième République. Et Gizenga, avec Kabila, vont se révéler comme le fondateur. Gizenga dit, quand on va au référendum, que la Constitution même, elle a des imperfections. Si pourvu qu'elle c'est au niveau de l'histoire. Nous sommes en train de rappeler. Je repose ma question, Robert Ngambi. J'ai compris la question. Non, la question est Gizenga n'est pas mort avec honneur. Gizenga n'est pas mort avec honneur, contrairement à Lumumba. Pour preuve, le jour de Lumumba est resté une journée historique. La mort de Kasavubu est restée une journée historique. Même la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila. Mais la mort d'Antoine Gizenga aujourd'hui, on ne sait même pas quand il est mort. Il est mort à Bouma par une maison construite par Joseph Kabila. Cet honneur qu'on voulait voir d'Antoine Gizenga au regard de toute la vie. On ne l'a pas vu apparemment. Non, suivez. Beaucoup plus de ce qu'à part Kasavubu, vous parlez de morts tragiques. La mort de Lumumba est une mort tragique. La mort de Laurent Désiré Kabila est une mort tragique. Vous ne célébrez pas la disparition de Kasavubu comme journée nationale, comme on célèbre le 17 janvier. Vous ne célébrez pas parce qu'il est mort d'une mort ordinaire. Je parle de l'honneur. L'honneur, non, suivez. Oui. L'honneur, parce que si c'était de l'honneur,
il serait mort honoré à Kinshasa. On lui avait, il est mort à Tchela. Le régime de l'époque qu'il avait chassé du pouvoir ne l'avait pas honoré parce qu'il est rentré à Tchela chez lui au village natal. Et donc Gizenga n'est pas mort d'une mort tragique comme Laurent Désiré Kabila. Il est mort avec honneur. Il est mort avec honneur parce que tout le monde sait que il a accompli une prophétie qu'il avait fait en 1966 et il a démissionné de pouvoir après avoir accompli une mission de faire de vous. On ne va plus chercher le pouvoir à Washington, ni à Bruxelles. Maintenant, le pouvoir est cherché à Massimanimba, à Wembonyama, à Kole, à Katakokombe. Tout le monde rentre là-bas. C'était ça l'idéal de la lutte, le pouvoir au peuple. Il ne l'a atteint ou il ne l'a pas atteint. C'est ça la lutte. Merci beaucoup. Je reviens à vous, Nonokourou. Non, je reviens à vous, ne vous en faites pas. Je reviens à vous. Je vais commencer par Patrick Lokala. Mais une petite question me vient en tête, Robert Ngambi. C'est comme si, en parlant des alliances qui en étaient faites, aujourd'hui pour Joseph Kabila, c'était une prophétie. Et votre alliance avec Félix Tshisekedi, c'est aussi une prophétie? Non, je n'ai jamais dit que l'alliance avec Joseph Kabila est une prophétie. Non. Patrick Lokala. Très bien. Alors, Robert Ngambi... Mais par contre, le rapport de force politique. Non, vous avez parlé de la prophétie. Non, il a matérialisé sa prophétie, c'est de retourner le pouvoir. Oui, c'est comme ça que nous sommes en train de demander le contexte politique actuel de votre alliance. Donc, vous, les prophéties ne sont qu'avec les gens qui sont au pouvoir, non, pas avec l'opposition. Mais parce que c'est nous qui avons donné le pouvoir à Kabila. Comment? Vous pouvez expliquer ça? Vous le savez tous, non? Au deuxième tour, Kabila est sorti premier avec 44%. À l'époque, il y avait 2 tours. Et Gizenga est sorti, je crois, 3e après Jean-Pierre Bemba. Entre le 2, Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila Kabange, Gizenga, le Palou, avait préféré soutenir au regard... Mais c'est ça la trahison que le... Non, suivez camarade. Aujourd'hui, peut-être que les gens ne le disent pas. Vous avez la République, vous avez l'État par cette alliance-là. Vous avez une armée, une police par cette alliance. Vous avez les instruments de l'État. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que... Bien que vous ne parlez pas négativement aussi le malheur que nous a apporté cette alliance, vous n'en parlerez jamais, Robert Ngambi, il n'y a pas de problème. On vous met à l'aise de ces côtés-là. Robert Ngambi, si vous dites que c'est seulement grâce à Antoine Gizenga et à Joseph Kabila que nous avons cette république que nous vantons aujourd'hui, je ne l'accepte pas parce que il y a plusieurs collaborations. Les leaders sont les leaders. Oui. Maîtrisez-vous, cher Je suis calme, il n'y a pas de souci. Vous avez votre langue, vous allez répondre. Vous savez qu'il y a eu quand même un dialogue au cours duquel des acteurs politiques ont discuté de cette république. Mais comment pouvez-vous dire sur notre plateau que c'est grâce à Kabila et à Gizenga que nous avons la République? Ça, ce n'est qu'une parenthèse que j'ouvre très rapidement si vous avez un mot à dire, parce qu'il y a déjà... Vous voulez que je vous réponde directement? Vous voulez que je réponde directement? Allez-y. Alors, voilà pourquoi je le dis. Une transition qu'on appelait une transition de Sun City. La République ne s'est pas fondée par la transition de Sun City. C'est ça l'origine. Non, la République s'est fondée là où on a discuté de l'existence. Oui, on a discuté d'une transition. Voilà. Vous savez que la transition a été discutée pour, je crois, 24 mois. Vous savez, dans ces pays, il y a même parmi le 1+4 là qui avait dit celui qui oserait sortir dans la rue pour manifester contre la prolongation. Vous parlez de Jean-Pierre Bemba. Je ne sais pas, peut-être que vous l'avez connu ou de quoi je parle. Et donc, vous avez la réponse. Alors, vous comprenez? Mais il y a une volonté. Nous étions en face de ce qu'on appelle l'opposition politique avec 2 grands partis politiques. Vous savez que ce que vous avez dit avant n'était pas totalement vrai? Que quoi? Qu'il n'y avait que Kabila et Gizenga qui ont fait que cette république. Non, je suis en train de dire une volonté manifeste de pouvoir matérialiser. Au-delà de tout ce qui est écrit, vous pouvez avoir de l'écrit. Mais pour matérialiser des écrits, il y a un élément important en politique qu'on appelle la volonté. Maintenant sur ma question principale, je parlais au début de la stabilité des institutions. Nous avons eu la première crise juste après l'indépendance entre le président Kasavubu qui démettait Lumumba à son tour qui a démis le président Kasavubu. Mobutu est arrivé avec tout ce que nous connaissons, les commissaires et tout ça. Et puis Mouzé est arrivé. Cette instabilité-là, je voudrais que vous puissiez en tant que scientifique cette fois-ci, même si je l'ai dit que c'est très souvent difficile de vous mettre dans cette peau pendant que vous êtes aussi politique. Je voudrais que vous m'établissiez les responsabilités
de tout et chacun, partant de Lumumba, Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, et aujourd'hui Félix et Antoine Tshisekedi, par rapport à ce qui n'a pas marché pour que nous ayons une république, véritablement république qui tient compte de l'existence d'un État tel que nous sommes en train de vouloir l'avoir. Premier élément, c'est qu'il faut travailler pour la stabilité politique. Rapidement, la part de tout et chacun. Parce que là, nous avons parlé de points positifs. Si je vais en détail, Patrice Emery Lumumba, tout ce qu'on lui a reproché, mais ce n'est pas une reproche sincère, parce que le grand problème... Vous, personnellement, pas ce que vous lui reprochez. Suivez. Le grand problème est de tout ce monde que vous citez les noms. Il n'était pas maître du Congo. Le maître du Congo était ailleurs. C'était les grandes puissances. Vous comprenez? J'ai toujours donné l'exemple, une citation du président Eisenhower, battu aux élections par John Kennedy au mois de novembre. Il va tenir une conférence de presse où il doit comparer deux personnes, Fidel Castro de Cuba et Patrice Emery Lumumba. Le président Eisenhower va vous dire, entre Fidel Castro et Lumumba, je préfère Castro que Lumumba. Donc il peut tolérer Castro, connu comme le grand communiste du monde, et qui a même autorisé l'installation de missiles russes contre l'intégrité territoriale américaine. Mais il ne peut pas tolérer Lumumba. Ce n'est pas une décision qui relève ni de Gouenier, ni de Léo, ni de Victor Robert Ngambi. Donc tous ces acteurs politiques ont été sains. On reviendra à vous, Patrick Lokala. Robert Ngambi, je suis effaré, pour ne pas dire abasourdi, quand vous dites qu'en 2006, c'est les Palous qui donnent le pouvoir à Joseph Kabila. Non, ça c'est faux. Kabila et Jean-Pierre Bemba sont dans les challenges. On vient faire recours au Palou pour soutenir Kabila. Est-ce que vous êtes vraiment droit dans vos bottes et froid dans vos analyses? Que c'est cette fois-là, ce n'est pas Kabila qui donne la perche au Palou, c'est plutôt le Palou qui vient prêter la main forte à Kabila. Pourquoi Kabila est venu chercher le Palou? C'est la question. Si vous peut-être que vous n'aimez pas qu'on vous pose aussi des questions. Qui est venu chez qui? Entre Kabila et Gizenga, qui est allé chez l'autre en 2006 après le premier tour? C'était peut-être pour donner une chance. Non, j'ai dit, qu'est-ce que Kabila a recherché en allant au deuxième tour? Il cherchait quoi? Le pouvoir, non? Et quand il sollicite le concours dans notre parti politique, il veut obtenir de ces partis quoi? Je crois que ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas le Palou qui est allé solliciter un accord, c'est Kabila qui est venu, Gizenga est sorti troisième avec le Palou, il vient chercher le concours du Palou au second tour. Il est président élu. C'est cet accord qui va faire, dans cet accord il est écrit que le Palou va appeler ses militants à voter au second tour pour Joseph Kabila. Et en contrepartie de cet appel, le Palou devait avoir la primature. C'est dans l'accord signé, non? Les jours ça, regarde la photo est là. Cette émission arrive pratiquement à la fin, M. Robert Ngambi. On n'a pas beaucoup parlé de l'indépendance. Qu'est-ce que vous suggérez pour que le Palou, si je peux encore revenir en arrière, pour que l'unité du Palou, comme il y a son nom ici, le parti lumumbiste unifié, pour que cette unité revienne, qu'est-ce que vous devez exactement faire? L'action pour le Palou, la population de Bagata, la population de Boulungu, la population de Massimanimba, la population de Kenge ne sont pas du tout d'accord avec vos comportements parce que vous avez quelque part réduit le Palou seulement pour les grands bandundu. Tu as tellement de la sympathie, c'est mieux. Alors, les grands problèmes, aujourd'hui, il n'y a pas autre voie. Ce qui a sauvé l'AFDC de l'éclatement, c'est une décision judiciaire. Et le Palou est en justice aujourd'hui. Attendons voir, dans un mois, quelques jours, qu'est-ce que la justice dira. Et la décision judiciaire s'imposera à tout le monde. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Robert Ngambi. S'il faut donner la dernière question, s'il faut donner côté sur 10 au président de la République au regard de toute sa gestion actuelle, vous donnez combien sur 10? Non, c'est du tic au tac, c'est Félix Tshisekedi. Vous êtes quand même un acteur politique. Et vous êtes je ne suis pas professeur. Vous pouvez donner combien en termes de gestion comme peuple? Je suis acteur politique et je ne suis pas professeur. Est-ce que vous partagez ceux qui disent qu'aujourd'hui, le bilan négatif de Joseph Kabila, vous les gens du Palou, vous en avez le pouvoir d'endosser la responsabilité parce que, ayant géré avec Kabila, tout ce que Kabila a fait, de fausses communes, de morts d'hommes, Chebeya et tout, vous en portez aussi la responsabilité. C'est une analyse politicienne.
Merci beaucoup. C'était l'édition spéciale de ce jour. Nous clôturons l'émission, mesdames, messieurs. L'édition spéciale portée sur le 30 juin et les dysfonctionnements au sein du PALU. Je n'étais pas le seul. Patrick Lokala-Lokol a été avec moi, encore une fois, heureux anniversaire. Merci d'être venu avec nous. Merci d'avoir été avec nous. Surtout, bonne suite de vos activités d'anniversaire. Un petit mot à la fin. Non, mais écoutez, il n'y a pas d'activité parce que nous compatissons avec nos compatriotes de l'Est qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore trouvé la quiétude. Je ne vois pas comment, moi Patrick, je célébrerai un anniversaire alors qu'il y a des citoyens congolais à l'Est qui passent la nuit à la belle étoile alors que nous avons un pouvoir qui prétendument ici prétend avoir le contrôle des institutions alors qu'en réalité merci d'avoir été problèmes des Congolais ne sont pas toujours trouvés. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette émission. Louis France, c'était un honneur pour moi de partager ces plateaux avec vous, surtout avec le professeur Robert Ngambi qui a été pertinent dans ses analyses. Mais surtout, je demanderai à tous les Congolais de pouvoir méditer ces 30 juin car c'est une journée importante pour tout Congolais. Très bien, merci beaucoup. Nous terminons en posant la question si nous sommes toujours dans la philosophie de Lumumba de faire de l'État congolais indépendant ou nous avions quitté la philosophie de Lumumba. Aujourd'hui, nous dépendons de tout, sur tous les plans et sur tous les secteurs de la vie de la nation. Robert Ngambi, merci d'avoir été les nôtres. C'est moi qui vous remercie. Je pense que un homme qui vit ne peut pas perdre espoir. Comme un peuple qui a encore une population jeune ne peut pas perdre espoir. Nous pouvons aujourd'hui apporter de réformes et principalement de réformes dans le système éducatif de manière à produire des hommes capables qui changeront le Congo de demain. Je ne vous demande pas d'être fataliste, je vous demande aux Congolais de dire le passé c'est un passé, il peut être positif ou négatif. Je pense qu'il appartient à des générations futures de pouvoir s'engager pour un Congo meilleur en réalisant cette meilleure phrase de Lumumba. Nous ferons vers le monde ce que l'homme noir est capable de faire. Prenez courage, ne tombez pas dans le fatalisme. Prenez courage. L'avenir, ce n'est pas un point qu'on a mis au Congo. Quelles que soient nos difficultés sociales, nos difficultés politiques, ayons la conviction que le Congo c'est notre pays et que parmi nous peut naître un prophète qui amènera le Congo à Cana. Merci beaucoup. C'est toute la semaine ici, c'est l'émission de l'anniversaire, de l'anniversaire de l'indépendance, les 61e année, ou la 61e année. Robert Ngambi, de temps en temps, il faut accepter qu'on vous appelle pour venir non seulement parler de l'indépendance, mais parler de la situation. D'ailleurs, on n'a pas parlé en fond aujourd'hui de l'histoire. On aura tout le temps d'en parler. On aurait bien parlé à la libre opinion. C'est un magazine qui est disposé aussi pour donner des points de vue politiques. Cette fois-là, vous viendrez comme politique et non comme historien. Cette émission est sur YouTube, CML13 TV. Abonnez-vous massivement et partagez nos programmes. Le programme est repris pour demain à 12h pour la libre opinion. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.